Et si la victoire ne se jouait ni sur le front, ni devant les caméras, mais dans l'ombre, là où l'énergie et l'industrie deviennent des armes silencieuses et redoutables. Depuis plusieurs semaines, la guerre en Ukraine prend une tournure sans précédent. Les images diffusées à la télévision ne montrent qu'une fraction de la réalité. Car, en coulisses, un autre conflit s'intensifie, échappant au schéma de la guerre d'usure classique à laquelle nous étions habitués depuis l'an 2014. Imaginez, des frappes russes, d'une précision quasi chirurgicale, viennent de pulvériser un bunker secret où des officiers de l'OTAN étaient réunis près de Kiev. Ce n'est pas une attaque isolée, mais le point d'orgue d'une stratégie mûrie de longue date. En quelques heures, le chaos s'installe. Des incendies incontrôlables dévorent des quartiers entiers à Kiev et Odessa, laissant supposer des pertes humaines et matérielles bien plus lourdes que ce que les bilans officiels osent admettre. Rappelons-nous, dans les années 40, lors des Blitz sur Londres, comment la population britannique subissait des bombardements massifs, mais aussi comment la désinformation et le contrôle de l'information tentaient de garder le moral des civils. Pour comprendre l'impact de ces attaques, il suffit de se souvenir de la frappe massive sur la centrale électrique de Dniepropetrovsk en 2023. Pendant plusieurs jours, la région fut plongée dans le noir. Les hôpitaux fonctionnaient grâce à des générateurs de fortune, et la population devait se rationner en eau potable. Les conséquences d'une telle coupure sont directes. Transports immobilisés, commerces fermés, services publics paralysés. La vie quotidienne devient une épreuve de chaque instant. Un ferry chargé d'équipements militaires occidentaux a sombré au large d'Odessa, ciblé et détruit en pleine mer. Ce n'était pas une simple cargaison. Des technologies cruciales pour la défense ukrainienne reposent désormais au fond de l'eau. Dans le même temps, les systèmes anti-aériens sont décimés, tandis que des frappes méthodiques visent les centrales électriques, les réseaux de transport, les relais de communication. C'est tout l'arrière ukrainien qui vacille. Ce type de guerre rappelle étrangement la bataille de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les sous-marins allemands s'attaquaient aux convois alliés, cherchant à couper les lignes vitales d'approvisionnement. L'histoire nous montre ici que celui qui maîtrise la logistique maîtrise souvent l'issue du conflit. Les signaux ne trompent pas. L'escalade est en marche. Kiev doit imposer des coupures d'électricité d'urgence et les autorités supplient la population de limiter la consommation au strict minimum. La ville s'enfonce dans l'incertitude, preuve que la ligne de front a migré. Elle englobe désormais chaque circuit électrique, chaque usine, chaque infrastructure vitale du pays. Cette situation n'est pas sans rappeler la crise énergétique de l'hiver 2022, lorsque l'Europe entière a dû repenser ses sources d'approvisionnement, redécouvrant la fragilité de ses réseaux. Une phase nouvelle s'ouvre, où la guerre ne se mesure plus seulement en kilomètres gagnés, mais en capacité à survivre dans la durée. Les projecteurs restent braqués sur les affrontements directs, mais dans l'ombre, c'est la logistique, la technologie et la résilience industrielle qui décident de l'issue. Pour illustrer, souvenons-nous de la guerre de Corée dans les années 50. Malgré des batailles féroces, c'est la capacité à faire durer l'effort de guerre qui finit par figer les lignes, bien plus que la conquête de territoire. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est ignorer les bouleversements politiques et économiques qui se préparent en Europe. Car chaque coup porté aux infrastructures ukrainiennes résonne bien au-delà des frontières, menaçant la sécurité énergétique et la stabilité du continent tout entier. On l'a vu lorsque l'explosion des gazoducs Nord Stream a bouleversé les marchés, provoquant une envolée des prix du gaz et mettant à l'épreuve la solidarité européenne. Mais comment l'Ukraine s'adapte-t-elle à cette vague d'attaques ciblées sur ses réseaux vitaux ? Quels choix cruciaux s'imposent désormais aux décideurs sur le terrain ? Cette question, loin d'être purement militaire, est aussi sociale, économique et même psychologique. Guerre de position ou guerre d'usure ? Les apparences masquent une réalité plus complexe, où chaque secteur de la société devient un front à défendre ou à conquérir. Depuis de longs mois, l'Ukraine résiste à la Russie avec une ténacité qui étonne. Au centre de cette endurance, un acteur méconnu, le complexe militaro-industriel ukrainien, appelé VPK. Hérité de l'ère soviétique, il avait été pensé pour tenir face à une apocalypse nucléaire. Son architecture,
robustes et dispersés, reposent sur des usines enfouies, un maillage ferroviaire redondant et des stocks dissimulés. Ainsi, même sous les frappes les plus violentes, une capacité minimale de production et de réparation subsiste. Prenons l'exemple de la ville de Kharkiv. Malgré les bombardements, des ateliers improvisés ont permis de réparer et remettre en service des blindés endommagés en un temps record. Mais la survie du VPK ne se résume pas à l'héritage d'un autre temps. Face à l'escalade russe, une créativité féroce s'est éveillée. Certaines usines ont migré discrètement, fragmentées en petits ateliers cachés dans des écoles, des caves ou des immeubles résidentiels. La fabrication de drones, de munitions et de pièces détachées s'y poursuit, invisible aux yeux des satellites et missiles. Ce réseau artisanal, flexible et éclaté, rend toute destruction complète presque irréalisable. Cette méthode rappelle la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, où les ateliers clandestins produisaient des explosifs et des armes sous le nez de l'occupant. À cette résilience s'ajoute le soutien occidental, vital mais incertain. Les convois de matériel, la maintenance en Pologne, l'acheminement de composants à travers des routes secrètes sont autant de bouées de sauvetage. Pourtant, cette aide arrive par vagues, jamais en quantité suffisante, toujours tributaire des humeurs politiques des capitales européennes ou américaines. L'histoire récente l'a prouvé, comme lors du fameux shutdown américain, où des aides cruciales furent suspendues, plongeant temporairement l'Ukraine dans l'expectative. Face à cette solidité, la Russie a changé de méthode. Fini les assauts spectaculaires. Moscou privilégie désormais une stratégie chirurgicale, méthodique, qui cible la logistique, l'énergie et les centres névralgiques de transport. Les frappes sur les sous-stations électriques, les lignes à haute tension ou les aérodromes cherchent à asphyxier l'arrière, à désorganiser l'économie de guerre ukrainienne, à miner le moral. C'est la même logique que lors de la campagne de bombardement alliée sur l'Allemagne nazie, visant à détruire les usines d'armement et les infrastructures ferroviaires. Chaque sous-station détruite, chaque hub logistique frappé, chaque blackout imposé frappe au cœur de la capacité ukrainienne à tenir. Mais jusqu'ici, le réseau tient, s'adapte, survit grâce aux structures héritées du passé et à la solidarité occidentale. Pourtant, la menace est immense. Si la logistique cède, c'est la guerre qui bascule, et peut-être toute la sécurité européenne qui chancelle. Cette situation rappelle la bataille de Stalingrad, où le contrôle des voies ferrées et des dépôts de carburant fut déterminant. La question n'est plus de savoir si la résilience ukrainienne fléchira, mais quand et à quel coût pour l'Ukraine, ses alliés et l'équilibre du continent. Un coût qui se compte en milliers de familles déplacées, en entreprises ruinées, en infrastructures détruites et en générations marquées par le conflit. Mais derrière cette résistance, des fissures apparaissent. Les décisions politiques et les choix tactiques de chaque camp vont bientôt peser bien plus lourd qu'on ne l'imagine. Un exemple frappant. La décision de Berlin de retarder la livraison de chars Léopard a eu des conséquences directes sur la capacité de l'armée ukrainienne à lancer une contre-offensive à l'été 2023. Chaque drone, chaque kilowatt, devient une question de survie. Dans certains secteurs, des unités improvisent des batteries solaires pour alimenter leurs radios, rappelant les bricolages des partisans durant la guerre froide, lorsqu'il fallait inventer des solutions énergétiques sous embargo. Sur le front, la pression atteint des sommets inédits. En quelques semaines, les pertes humaines et matérielles s'alourdissent dans les régions de Pokrovsk, Kupiansk et Zaporijia. Les chiffres restent opaques, mais chaque jour, des dizaines de soldats et de véhicules disparaissent, laissant des familles et des unités entières démunies. Dans les villages alentours, les écoles sont transformées en refuges. Les habitants se relaient pour approvisionner les lignes avec des camions civils, risquant leur vie à chaque trajet. Les Russes semblent avoir compris que la victoire ne se gagne plus par la force brute, mais par une lenteur implacable. De petites unités avancent, testant chaque faille, exploitant chaque fatigue. Leur méthode, user l'ennemi centimètre après centimètre, repousser la rupture toujours plus loin. Ce n'est plus une guerre éclair, mais une guerre d'usure, faite de patience et de calcul froid. Cette tactique évoque la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale, où des mois de combat pour quelques mètres coûtaient des milliers de vies. Côté ukrainien,
Les signes d'essoufflement logistique s'accumulent. La production de drones et de munitions, flamboyante en 2023, commence à ralentir. Les ateliers tournent au ralenti, les stocks s'amenuisent, chaque livraison étrangère devient vitale. Dans certaines unités, le rationnement atteint même les drones FPV, autrefois abondants. Cette situation rappelle la fin de la guerre du Vietnam, lorsque les Nord-Vietnamiens, malgré la ténacité, souffrèrent d'une pénurie aiguë de munitions et de carburant. À cela s'ajoute une crise énergétique sans précédent. Des coupures d'électricité frappent Kiev, Odessa et de nombreuses villes secondaires. Les habitants sortent les générateurs, bricolent, mais le carburant et les pièces de rechange deviennent rares. Parfois, l'électricité ne revient que quelques heures par jour, plongeant familles, hôpitaux et infrastructures dans la précarité. Un témoignage de Lviv raconte comment des familles entières vivent désormais dans des sous-sols, partageant les maigres ressources des quartiers. La cause ? Une série d'attaques russes ciblées contre les infrastructures essentielles, y compris au-delà des frontières ukrainiennes. Les centrales, les dépôts ferroviaires, les nœuds de communication sont frappés, coupant la logistique à la source et ralentissant la riposte ukrainienne. Lors de la dernière frappe sur la centrale de Burshtyn, la production régionale est tombée de moitié en une nuit, forçant l'évacuation de plusieurs quartiers. Pire encore, l'aide occidentale ralentit. Les livraisons d'armes et de pièces détachées prennent du retard, les réparations s'éternisent, les stocks stratégiques fondent. Chaque demande de Kiev se heurte à des débats, à la fatigue diplomatique, à la lassitude des alliés. Souvenons-nous des débats houleux au Congrès américain, où chaque vote d'aide à l'Ukraine devient un bras de fer politique. Le risque est net. Si l'Ukraine ne reconstitue pas ses stocks et ne soutient pas son arrière, l'équilibre pourrait basculer. Ce renversement n'aurait rien d'anodin. Il bouleverserait la région, la sécurité énergétique et l'ordre européen tout entier. C'est une leçon durement apprise lors de la guerre de Yougoslavie dans les années 90, où l'effondrement logistique avait précédé la chute de plusieurs villes. Mais alors, face à ce rouleau compresseur, où puiser les ressources pour tenir ? La réponse, inattendue, viendra d'une mobilisation inédite de la société civile et de l'ingéniosité industrielle. Partout, des collectes de fonds, des campagnes de dons, des ateliers citoyens émergent pour fabriquer des filets de camouflage, réparer des véhicules, assembler des drones de fortune. Les réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, deviennent des plateformes de coordination, rappelant le rôle du bouche à oreille dans la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si l'issue de la guerre ne se jouait plus dans le bruit des armes, mais dans l'ombre des centrales électriques et des ateliers de réparation ? Cette question, loin d'être rhétorique, prend tout son sens lorsque l'on observe les efforts des municipalités pour organiser des rotations d'énergie, des stocks de nourriture et même des écoles mobiles pour les enfants déplacés. Aujourd'hui, le conflit en Ukraine oppose deux systèmes rivaux, logistique, énergie, résilience. Chaque missile qui frappe une sous-station, chaque blackout prolongé, érode un peu plus les stocks d'électricité ukrainiens, des réserves qui, il faut le souligner, ne sont pas inépuisables. Semaine après semaine, garder la lumière ou le chauffage devient une épreuve titanesque pour des millions de familles. On se souvient du siège de Sarajevo, où la population devait survivre sans électricité ni eau courante pendant des mois. Derrière les lignes, l'aide occidentale montre ses propres failles, retard persistant dans l'acheminement des pièces, manque de munitions, équipements détériorés qu'on ne parvient pas à remplacer assez vite. L'usure avance plus vite que la réparation. Un simple transformateur hors service, un camion de carburant immobilisé ou des générateurs arrivant trop tard suffisent à fragiliser un secteur crucial. La vulnérabilité de l'arrière risque soudain de contaminer le front, faisant planer la menace d'un effondrement progressif, capable de s'étendre silencieusement. C'est ce qui s'est produit lors de la crise de Suez en 1956, où la rupture d'approvisionnement en pétrole a paralysé des économies entières. La pression monte aussi dans les capitales. À Kiev et à Washington, les appels à la négociation se font plus pressants. Les rumeurs d'un sommet direct entre Vladimir Poutine et Donald Trump soulignent à quel point la décision pourrait tomber loin du champ de bataille. L'épuisement logistique n'affecte pas seulement l'armée.
Il sape la détermination des sociétés, la patience des alliés et l'équilibre du continent tout entier. On se souvient des accords de Dayton, conclus loin des combats, mais qui mirent fin à la guerre de Bosnie. Les répercussions humaines deviennent criantes, délestages répétés, accès limité à l'eau, hôpitaux saturés, crainte d'une crise civile. De plus en plus de foyers oscillent entre résignation et départ. Le temps, désormais, joue contre la résilience ukrainienne. Moscou mise sur une stratégie patiente, méthodique, qui épuise lentement la capacité du pays à tenir. La même stratégie fut employée lors du blocus de Berlin, où l'Union soviétique pariait sur l'épuisement de la ville assiégée. Dans cette lutte où chaque pièce de logistique pèse, la moindre défaillance accélère le risque d'un basculement. Un effondrement soudain, même isolé, pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique européen. Le temps devient l'ennemi principal de Kiev. Pour y faire face, les autorités ukrainiennes multiplient les exercices de simulation de crise, formant des dizaines de milliers de civils à la gestion d'urgence. Mais dans l'ombre de cette pression, la capacité d'adaptation ukrainienne surprend. Comment un pays épuisé par la guerre parvient-il encore à se réinventer face à l'adversité? La réponse tient dans la capacité à s'organiser localement. Par exemple, à Mykolaïv, une coopérative de femmes a mis en place un réseau de tissage de filets de camouflage pour l'armée, produisant chaque semaine des kilomètres de protection, invisibles pour l'ennemi. Ce conflit met à nu la véritable nature de la guerre au XXIe siècle. Elle ne se décide plus seulement à coups de canon ou de missiles, mais par la maîtrise des nerfs, l'agilité et la logistique. On peut le comparer à la cyberguerre. Une attaque informatique bien placée peut désorganiser un pays aussi sûrement qu'une bombe. En Ukraine, la force brute s'efface derrière la résilience des infrastructures, l'adaptabilité face à l'inattendu et la capacité à maintenir les chaînes d'approvisionnement, depuis le front jusqu'aux usines de l'arrière. Cette leçon a été comprise lors du conflit israélo-palestinien, où le maintien des réseaux d'eau et d'électricité a souvent été la clé de la survie des populations civiles. L'énergie s'impose comme le cœur du combat. Frapper les réseaux électriques, les dépôts de carburant ou les points de passage devient plus déterminant que s'emparer d'un territoire. Détenir l'accès à l'électricité, au chauffage ou au transport confère un avantage stratégique durable. On se souvient de la guerre du Golfe, où le ciblage des raffineries et des voies de communication a précipité la chute du régime irakien. La guerre moderne n'est plus un assaut éclair qui s'empare d'une ville en quelques heures, mais un duel d'endurance où la méthode, la répétition et l'usure psychologique pèsent souvent plus que la puissance de feu. Chaque camp cherche à épuiser l'autre. Attaque ciblée, pression constante, gestion serrée des ressources. Cette logique d'épuisement, jadis décrite par le général Clausewitz, se retrouve aujourd'hui dans chaque épisode du conflit ukrainien. Une autre leçon émerge. L'imprévu règne en maître. Relocaliser en urgence une usine de drones, improviser des solutions logistiques, modifier les plans chaque jour. Ces surprises forcent les états-majors à repenser la planification. La souplesse, la réactivité et la capacité de rebond deviennent vitales. Cette souplesse rappelle la capacité d'improvisation des armées napoléoniennes qui savaient retourner une situation désespérée par l'audace et l'innovation. Pour l'Europe, l'alerte est claire. Anticiper les ruptures d'approvisionnement, investir autant dans la résilience civile, systèmes d'alerte, réseaux énergétiques, réserves stratégiques, que dans l'armée s'impose. La ligne de front ne se limite plus à une tranchée. Elle traverse villes, infrastructures vitales et même réseaux numériques. Les cyberattaques contre les hôpitaux européens en 2020 ont montré que notre vulnérabilité n'était plus seulement militaire, mais aussi numérique. Gouvernements, entreprises, citoyens, ignorer ces leçons, c'est risquer d'être pris au dépourvu lors de la prochaine crise. Ce n'est plus une menace abstraite. C'est une réalité qui façonne déjà notre sécurité, notre économie, notre quotidien. Chacun peut agir en renforçant la cybersécurité de ses données, en participant à des exercices de préparation civile, ou simplement en s'informant activement. Dès lors, comment transformer cette prise de conscience en action? Plusieurs pistes existent. Premièrement, renforcer le dialogue entre les autorités publiques et les entreprises pour anticiper les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Deuxièmement,
Investir dans l'éducation à la résilience dès l'école, pour apprendre aux jeunes générations à réagir face à l'imprévu. Troisièmement, encourager la création de réserves stratégiques locales, non seulement de carburant, mais aussi de nourriture, d'eau et de matériel médical. Quelles réponses concrètes peuvent être apportées pour renforcer cette résilience et qui doit en prendre l'initiative? Les choix faits aujourd'hui pèseront sur la stabilité de demain. Les municipalités peuvent mettre en place des plans de continuité des services essentiels, les entreprises peuvent diversifier leurs sources d'énergie et les citoyens peuvent s'organiser en réseau d'entraide. Un exemple. En Suède, chaque foyer reçoit un guide de survie pour apprendre à faire face à une crise majeure. Ne laissez pas l'histoire vous surprendre. Lisez-la avant qu'elle ne vous submerge. Ce que nous venons d'explorer dépasse la somme d'événements tragiques ou de données abstraites. C'est la chronique d'une guerre moderne, tissée en direct, où chaque manœuvre façonne l'avenir sous nos yeux. L'histoire récente montre que les nations qui anticipent et s'adaptent sont celles qui survivent et prospèrent, même dans la tourmente. Saisir ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, c'est comprendre que la stratégie n'est plus le choc frontal, mais la patience, l'épuisement des ressources et la désorganisation progressive. Ce sont des méthodes qui modifient durablement l'équilibre du continent. À l'image du Japon d'après-guerre, qui a su se relever grâce à la résilience de son tissu industriel, l'Ukraine devra inventer sa propre voie de reconstruction et de survie. Dans ce paysage, savoir anticiper devient fondamental. Chaque citoyen, et non plus seulement les experts, a désormais le pouvoir et la responsabilité de décoder ces signaux. Car la sécurité, l'économie et l'énergie de toute l'Europe sont déjà touchées. Un effort collectif, une vigilance partagée, sont la meilleure réponse face à l'incertitude. Ignorer ces bouleversements, c'est accepter que l'histoire décide à notre place. À l'inverse, partager la compréhension et l'analyse, à l'école comme dans la vie, c'est renforcer notre résilience collective face à une instabilité qui gagne du terrain. Les médias, les enseignants, les familles ont tous un rôle essentiel à jouer. La peur, le fatalisme ou le bruit médiatique sont des pièges. L'enjeu n'est pas de céder à la panique, mais de transformer chaque information en préparation et chaque vigilance en force partagée. Comme l'a montré la pandémie de 2020, l'organisation locale et la solidarité peuvent faire la différence. Les lignes de front évoluent, souvent hors des regards. Mais rester attentifs, lucides et solidaires, c'est la meilleure façon de protéger notre avenir commun face à des défis sans précédent. Reprenons exemple sur les sociétés qui, dans l'histoire, ont su se réinventer dans l'adversité. À chacun de nous de choisir, subir les événements ou devenir acteur de la résilience collective. L'histoire n'attend pas.